Donc à mes côtés, effectivement, Amina Kadeli, plus connue sous le nom de Flesh Love, artiste. Gwendolyn Sharp, fondatrice et coordinatrice de l'association The Green Room. Et Véronique Fermé, responsable du développement de l'animation et des formations au collectif des festivals responsables et solidaires, le COFIS. Donc, égalité, écologie et musique, trois thématiques qui s'imbriquent les unes aux autres. C'est tout l'enjeu du débat aujourd'hui. On va essayer de voir aujourd'hui en quoi ces enjeux, qu'on connaît très bien puisqu'on a vu aujourd'hui sur les questions d'égalité femmes-hommes qu'on n'était pas tout à fait au point au niveau de la filière musicale, et on sait en termes de transition écologique qu'il n'y aura pas d'exception culturelle sur la réponse qu'on doit donner aux enjeux et aux objectifs, notamment des accords de Paris, mais pas uniquement. On sait aujourd'hui que la filière musicale a une empreinte écologique réelle et qu'il va falloir qu'elle la réduise. On sait aussi que la filière musicale ne sera pas, sera probablement impactée comme d'autres activités humaines par l'ensemble des changements climatiques et environnementaux qui auront lieu. Ça fait un sacré nombre d'enjeux. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les enjeux d'égalité et les enjeux de transition écologique? Eh ben, il y a urgence et on a l'impression que ça avance pas assez vite. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler ensemble à réfléchir sur ces notions-là d'écologie et d'égalité femmes-hommes pour pouvoir aborder les intersections, les interactions entre ces sujets. Comment l'un impacte l'autre, comment l'un alimente l'autre et inversement. Et comment, en fait, progressivement, on se dit que finalement, on ne peut plus vraiment penser l'un sans l'autre. Donc j'ai la chance d'avoir sur ce panel trois intervenantes qui, dans leur parcours personnel et professionnel, sont particulièrement engagées et sur les enjeux d'égalité femmes-hommes et sur les enjeux d'écologie et d'éco-responsabilité de la filière musicale. Et donc l'idée, c'est de commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez présenter un peu plus votre parcours, les structures que vous représentez. Et peut-être en commençant par toi, Gwendolyn, pour que tu nous expliques un peu plus en détail ce que c'est que The Green Room et comment tu as très tôt travaillé à imbriquer les notions et les enjeux de transition écologique et d'égalité femmes-hommes dans cette association que tu portes, dont tu es la fondatrice. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Donc moi j'ai fondé l'association The Green Room qui est basée dans la Manche, en Normandie, en 2016. Après un parcours, pour que vous sachiez d'où je vous parle aussi, d'une quinzaine d'années dans la musique, j'ai travaillé comme chargée de production et comme programmatrice musique pour un festival en Pologne pendant de nombreuses années. Et arrivé au bout d'un certain temps de réflexion, j'ai décidé de réorienter un petit peu mes priorités et de réfléchir à comment je pouvais finalement réconcilier mes valeurs avec mon métier. Et donc j'ai commencé à travailler sur les enjeux environnementaux de manière individuelle. J'ai fait pas mal de boulot de tour manageuse notamment pour accompagner les artistes sur ces questions-là, mais pas que, parce qu'il fallait aussi trouver un modèle économique qui fonctionnait. Et donc j'ai décidé finalement de créer mon propre métier et en même temps de créer l'association The Green Room. Donc on travaille sur la partie accompagnement des acteurs et actrices de la musique sur les enjeux environnementaux de manière globale et systémique. Et donc on est à la fois sur de l'accompagnement très opérationnel auprès des musiciens, musiciennes, particulièrement autour des questions de montage de tournées éco-responsables. Et puis on a toute une partie aussi de sensibilisation, de formation auprès des acteurs. Et enfin, on travaille aussi là plutôt à l'échelle européenne, mais aussi internationale, en partenariat avec différents projets européens et des réseaux également, sur aussi la montée en compétences sur ces questions-là et sur la mise en place de ce qu'on appelle des solutions, mais en tout cas qui sont toujours contextualisées. Donc que ce soit pour des enjeux géographiques, des enjeux d'égalité de genre également. Et donc ce parcours personnel aussi a fait que dans la mise en place de l'association, moi j'avais vraiment envie d'asseoir mon propos et d'aller un petit peu au-delà du militantisme et vraiment d'inscrire une approche intersectionnelle dans la manière dont on travaillait.
Parce que pour moi, ce qui recoupe les enjeux environnementaux et les enjeux d'égalité de genre, c'est que c'est pas une liste de bonnes pratiques ou une liste avec des choses à cocher. C'est vraiment repenser nos manières de travailler, inscrire ça comme le vrai projet finalement qui va mener ce qu'on défend et ce qu'on fait. Peut-être je m'arrête là et puis Non, j'allais dire que ce que tu dis indirectement par là, c'est qu'il y a aussi peut-être des racines communes dans l'existence de ces enjeux et que du coup, le fait de les penser ensemble peut aussi faire des bascules de bonnes pratiques d'un sujet à l'autre et que c'est une pensée plus globale dans la réflexion qu'on doit avoir au niveau de la gouvernance. Et ça me fait penser du coup à toi, Véronique, sur le COFISE et sur l'histoire de ce collectif. Est-ce que tu peux revenir un peu donc, à la fois sur l'histoire et à la fois nous dire à quel moment en fait, ces enjeux se sont imbriqués et en quoi en fait, au cœur de tout ça, il y a aussi la gouvernance ou la manière de penser au sein d'une entreprise un certain nombre de sujets. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, le COFIS, le collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin bon, bref, en PACA, est né en 2014 d'une dizaine de festivals qui étaient assez avancés sur les questions environnementales et qui avaient vraiment besoin de travailler en collaboration, déjà pour des questions de mutualisation et de partage, mais aussi pour être force de proposition et lien avec les collectivités sur des questions de problématiques de déchets, de transport, etc. etc. Depuis 2014, ça a pas mal évolué. C'était d'abord un projet, puis c'est devenu une association en 2020. Maintenant, il y a 34 festivals de tout type d'esthétique répartis sur tout le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Autant musique actuelle, musique savante, cinéma, livres, photos, cirque. En 2018, on commençait à être de plus en plus nombreux. On s'est vraiment posé la question est-ce que nos valeurs, finalement, sont uniquement des valeurs environnementales ? Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà ? Est-ce que le fait de mettre en place des poubelles suffit pour être responsable ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir justement à cette question de gouvernance et de responsabilité quand on s'appelle collectif des festivals éco-responsables ? La responsabilité, elle n'est pas uniquement environnementale. Donc on a retravaillé notre charte en se posant la question sur quoi se base-t-on finalement, et on s'est dit ce serait pas mal de travailler sur l'ISO 26000 qui est donc la norme de responsabilité sociétale des entreprises ou organisations, avec cette question centrale, dont une question centrale qui s'appelle les droits de l'homme. On a un peu tiqué, on s'est dit on va le transformer, on va dire les droits humains, et donc on a regardé ce principe-là, droits humains et culturels, avec toute cette notion déjà d'accessibilité à la culture, je dirais d'accessibilité géographique, physique, mais aussi de genre. L'égalité est un des sujets qui est quand même assez important, et on se rend compte maintenant qu'on avance un petit peu dans le temps et qu'on voit apparaître des chartes diverses et variées, entre autres la charte du ministère Festival et Développement durable, qui a cette question d'inclusion, d'égalité. Donc c'est pour nous important d'avoir déjà avancé sur cette question et de poser la question de savoir comment on pouvait travailler sur ces questions. Et nous, notre mission, alors bien sûr, c'est d'accompagner déjà nos festivals membres, en les outillant, en les formant, etc., mais aussi en portant la bonne parole auprès d'autres festivals, voire lieux culturels ou structures. On travaille pas mal avec le PAM aussi sur ces questions-là, pour les inciter à avoir la même réflexion que nous, et bien sûr englober ça dans leur démarche responsable, et qu'ils ne viennent pas nous voir uniquement sur comment je mets en place des poubelles. On voudrait vraiment qu'on nous interroge sur d'autres sujets, et justement sur cette question d'égalité. Est-ce qu'au sein du COFISE, parce que tu disais qu'il n'y a pas que la musique qui est représentée au sein de ce collectif, est-ce que la démarche en question, elle a été plus ou moins bien reçue ? Est-ce qu'il y a des choses à aller chercher pour la filière musicale du côté d'autres disciplines artistiques que tu constaterais au sein du collectif ?
Je pense que tout le monde est un peu conscient de la problématique, parce que quand on voit qu'il y a des festivals qui ont dû annuler des dates ou qui ont dû changer sur la question, en tout cas, de l'environnement, c'est important. Après, sur les questions d'égalité, ça va en effet dépendre des activités et des acteurs. Et je pense que c'est aussi une question de métier. La problématique aussi, c'est l'accès à certains métiers. Je pense que ça a été abordé ce matin. Nous, nos interlocuteurs sont des référents RSE, mais souvent des directeurs techniques. Et en fait, on se rend compte que voilà, ils portent quand même le poids justement de la responsabilité sur tout ce qui est justement technique, accessibilité et ce genre de choses-là. Ben, ce sont la plupart du temps des hommes. On a fait une formation de directeur technique. Il y avait une femme et elle était régisseuse. Amina, j'aimerais entendre un peu savoir un peu plus sur ton parcours et ton rapport en fait individuel à l'écologie et à l'égalité. Alors je dis égalité parce qu'il ne s'agit pas non plus que de l'égalité femmes-hommes. Je pense que tu tiens particulièrement à cœur d'autres formes d'égalité dans ton travail, donc c'est bien de le dire, de souligner aussi. Quel est ton rapport du coup dans ton travail donc, individuellement à l'écologie et aux questions d'égalité, et dans ton travail, comment ça se traduit aujourd'hui au quotidien dans ta création artistique? Alors déjà, bonjour. Moi, je pense que les mots ont un pouvoir, une puissance, et qu'il faut s'intéresser notamment à leur étymologie, parce que c'est pas neutre. Et en fait, écologie, ça vient de oikos, qui veut dire maison, et ça vient de logos, qui veut dire science, et qui veut aussi dire discours. Et en fait, c'est la science de l'habitat. Et à partir de la moitié du 19e siècle, on parle d'écologie dite politique, parce que ça a été justement contre l'industrialisation. Et pourquoi moi l'écologie, elle m'intéresse, notamment dans le milieu de la musique, c'est parce que du coup, pourquoi je dirais que ma démarche est écologique, c'est parce qu'à force d'avoir été polluée par l'industrie, parce qu'on parle aussi de l'industrie de la musique, j'ai décidé de devenir une artisane, de m'entourer d'artisans et d'artisanes, et du coup de ralentir le rythme, parce que dans l'écologie, il y a aussi une recherche d'harmonie avec la nature, de ne pas prendre le dessus, mais il y a aussi un rapport à la temporalité qui est complètement différente et qui est compliqué dans l'industrie de la musique, et encore plus aujourd'hui, où on a peu de temps pour développer des carrières. On signe des artistes qui ont déjà des followers sur Instagram, on essaye de faire un coup sur un morceau qui marcherait bien, un single, et donc c'est un risque aussi que je prends, mais c'est un risque qui était salutaire pour moi. C'était celui de redevenir souveraine d'une temporalité et d'un rapport au travail et à la musique qui est différent et qui est en lien du coup avec cette dynamique d'écologie. C'est de m'intégrer et de créer du coup avec des gens qui sont dans cette même dynamique, parce que je crois qu'on attire les gens sont sensibles aux vibrations qu'on émane, et aussi du coup aux valeurs qu'on a envie de véhiculer. Et donc, dans mon cas, c'était de prendre le temps de construire et de trouver des gens qui étaient dans cette dynamique-là. Parce qu'en fait, on oublie beaucoup ça, qu'en fait, quand on parle d'industrie de la musique, que le cœur de vos métiers, parce que du coup, pour le coup, moi, je suis de l'autre côté, c'est la musique, normalement. Ce sont les artistes. Et donc, voilà, moi, j'avais envie de revenir à ça. Et donc, du coup, la question que tu m'as demandé, c'est comment je l'intègre. Donc, déjà, bon, maintenant, on voyage en train, sauf quand on doit aller en Corée. On l'a pas encore fait. Donc on essaye de voyager le plus possible en train. La parité, pour moi, elle est quand même importante. C'est-à-dire qu'on a beau le savoir, il faut qu'on se flagelle un peu pour mettre des choses en place. Donc moi, il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec moi, notamment dans les postes techniques, parce que c'est souvent des postes où on les voit peu, en tout cas en France, parce qu'au Canada, par exemple, quand je tourne au Québec, il y en a beaucoup. Travailler avec des organismes qui ont cette même philosophie. Moi, je travaille avec Horizon. Olivier Bocon-Gibaud est le directeur. Il est entouré quasiment par une majorité de femmes. Et il ne les a pas spécialement engagées que parce que c'est des femmes, mais aussi parce qu'en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que quand on évolue dans le milieu de la musique, en fait, souvent les femmes, elles se sont heurtées à tellement de plafonds, de verre, tellement que quand elles sont là, elles sont encore plus fortes que les hommes. En fait, elles ont dû développer des super pouvoirs, des super capacités. Et en plus de ça, ce que moi je trouve agréable et nécessaire, c'est que quand on a cette parité, il y a aussi beaucoup plus de communication et de consensus.
Voilà, c'est beaucoup moins de... Donc voilà, là j'ai fait un clip Sisters où je me suis donné comme défi que 100% du casting soit féminin, mais 100% de la perchiste à tout. Et puis après, il y a plein de choses à mettre en place. Oui, je pourrais parler des gourdes qu'on pourrait transporter, mais ça vous allez plus en parler. Mais pour moi, il y a toute une dynamique plutôt de philosophie autour de l'écologie et comment on s'y inscrit. Et est-ce que selon toi, aujourd'hui, l'artiste doit porter un discours sur ces sujets où tu agis et tu portes un petit peu le discours? Normalement, on a parlé de 2 chansons ensemble, une qui porte un peu ta vision sur la question du vivant, de l'humain, du rapport à l'écologie, etc. Et une autre, donc Sisters, dont tu parlais là, qui est plus orientée sur les questions d'égalité. Selon toi, c'est quoi le rôle de l'artiste aujourd'hui sur ces questions-là? Est-ce que l'artiste a un rôle? Voilà. L'expression n'est pas un monolithe, donc en fait, il faut faire ce que, selon moi, moi je suis personne pour donner de conseils. Moi, j'essaie d'abord d'incarner ce qui me semble juste. Il s'avère que ma musique est très spirituelle, donc j'essaie de l'incarner parce qu'il y a aussi des artistes, mais pas que, des gens qui vous parlent d'écologie, et puis qu'en fait, qui sont des personnes atroces. D'ailleurs, il y a ce magnifique proverbe coréen qui dit « On ne peut pas être une étoile au ciel si on n'est pas une lampe à la maison ». Donc on commence soi-même par être une bonne personne avant de donner des conseils aux autres. Donc moi, j'ai rien à dire sur les autres artistes. Chacun fait son chemin. Et puis je préfère des artistes qui disent rien et puis qui font le maximum chez eux que celles et ceux qui nous donnent des conseils et qui se déplacent en 15 camions pour une tournée. Donc voilà, chacun fait au mieux. C'est déjà pas facile d'être en vie, donc alhamdoulilah. Alors, en parlant de c'est pas facile d'être en vie, beaucoup d'engagement sur les questions d'égalité femmes-hommes, d'une part, et d'autre part, sur les questions d'écologie, sont très souvent portés par des femmes, et le croisement de ces engagements est encore plus souvent porté par des femmes. Gwendolyn, toi, tu accompagnes des artistes dans leur démarche vers un engagement plus responsable ou vers une conception de leur travail et du développement de leur carrière de manière plus responsable. Ces artistes sont souvent des femmes. Déjà, quel est ton retour d'expérience sur ces accompagnements, premièrement, et deuxièmement, quel impact en fait cet engagement écologique, souvent porté par des femmes, peut avoir aussi sur leur propre carrière? Peut-être je vais commencer par faire écho à ce que disait Agnès Salle tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas qu'une cause en efface une autre. Et effectivement, ce qu'on essaye, nous, vraiment de défendre, c'est... On parle beaucoup, par exemple, ça vous parlera, des transferts d'impact, donc des transferts de pollution. C'est-à-dire qu'une solution qui pourrait être bonne, par exemple, pour baisser votre bilan carbone, pourrait avoir un impact négatif sur la biodiversité. Et bien ça, on peut aussi le regarder au prisme du genre. Et donc nous, on a une vigilance et une responsabilité accrue par rapport à ça, pour veiller à ce que des mesures environnementales qui peuvent être prises à différentes échelles n'impactent pas de manière plus grande des catégories de la population qui auraient déjà des problématiques d'accès ou d'autres problématiques. Et notamment pour la question des femmes, on a... maintenant, quand même, beaucoup d'injonctions à voyager en train, ce qu'elles font d'ailleurs. Alors là, pour le coup, ça va être très empirique, mais ce que j'observe, c'est que la majorité des femmes avec lesquelles je travaille ont déjà ces réflexes, et depuis longtemps, de prendre le train. Et que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, que beaucoup aussi font pas mal d'actions et en parlent moins que les hommes. Alors il y a différentes raisons pour ça aussi, c'est que nous moi personnellement aussi, je suis beaucoup sollicitée pour accompagner des artistes qui souhaitent s'exprimer dessus, et je dirais que les hommes ont beaucoup plus de facilité à le faire que les musiciennes qui craignent finalement. Une m'avait dit j'ai peur de tendre le bâton pour me faire battre si je commence à prendre la parole sur les questions environnementales. Déjà que je m'en prends plein la figure avec des propos sexistes et autres. Là, j'aurais l'impression de vraiment... donc elles ont besoin d'être plus équipées là-dessus. Et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand on dit qu'il faudrait se déplacer, donc ce qui sont des pratiques extrêmement vertueuses, se déplacer plus longtemps, rester plus longtemps sur un territoire, si ça on ne le pense pas au prisme du genre aussi, et notamment à ce que ça peut impliquer pour une musicienne qui a des enfants, et si le lieu de résidence par exemple, ou les salles de concert,
ou qu'il n'y a pas une aide financière supplémentaire pour pouvoir voyager en train si le voyage va prendre 2 jours au lieu de quelques heures en avion. Si ça, c'est pas pensé avec, vous allez avoir finalement une accumulation des obstacles qui va... Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de travailler et de travailler en collectif. Et puis après, alors c'est peut-être des choses qui sont plus classiques, mais nous, on est une équipe de femmes, c'est souhaité. On réfléchit maintenant aussi à une gouvernance en non-mixité. Et on applique ça vraiment à toutes les échelles de notre travail. On vient là d'obtenir un financement sur un programme qui s'appelle Musicaire, un programme européen, où on va développer un guide à destination des musiciens et musiciennes sur les outils numériques éco-responsables. Et là, donc, on est vigilant à la fois dans notre politique éditoriale, on utilise l'écriture inclusive, mais aussi à la représentation, et notamment quand on commence à parler des femmes qui travaillent dans les nouvelles technologies, par exemple, à vraiment aussi mettre en lumière, à garder une visibilité par rapport aux personnes qui travaillent dans ces métiers. Je peux en dire beaucoup plus, mais... Véronique, en parallèle, on voit apparaître un certain nombre d'initiatives nouvelles qui commencent un peu à croiser écologie et égalité femmes-hommes. Donc, autrement dit, qui commencent à reprendre un peu cette grille de lecture que Gwendolyn vient de développer. En fait, quand on applique en fait, une mesure plus éco-responsable, comment on élargit notre grille de lecture et qu'on croise un peu les impacts possibles et différencie en fonction des personnes. Il y a une initiative notamment de Bipôle. C'est pas la seule, mais c'est une initiative qui commence à un peu vraiment croiser ces enjeux. Tu m'as aussi parlé de la question de l'accueil des artistes de manière générale. Comment on pense l'accueil différemment, que ce soit de manière écologique ou que ce soit lié à la question de l'accueil des femmes dans les lieux de spectacle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces initiatives-là qui commencent à émerger sur ces sujets? Oui, alors l'initiative de Bipôle, ils ne sont pas tout seuls à avoir travaillé dessus. Je crois qu'il y a un atelier tout à l'heure qui est prévu. J'ai vu Aurélie... c'est le projet Rider, donc à rider.e, qui avait été monté par ActRight et Artiferti aussi sur les questions de défense de la mixité. Où il y a justement cette notion-là aussi entre la mixité et l'écologie, avec une charte d'engagement. Il y a déjà, je crois, 130 signataires de tout type d'acteurs de la musique. Donc nous, on trouve que c'est intéressant que ça soit porté aussi par des acteurs de ce type-là, que ça ne soit pas uniquement des institutions qui incitent à lancer des associations ou qui financent des associations. Là, je trouve que c'était intéressant, puis ce sont des femmes qui portent ça. Donc c'est un sujet qui est important. Bon, il y a aussi Safer, qui est porté par Oran, qui organise Mars Attack, comme par hasard, un festival dirigé par des femmes. Il y a plusieurs, d'ailleurs, festivals, heureusement, dans la région qui sont portés par des femmes, comme le Marseille Jazz des 5 continents, entre autres. Donc le Mars Attack et puis la Fiesta des Suds et Bab El Med. Et d'ailleurs, on le sent, elles sont à fond. Alors ça ne veut pas dire que les autres directeurs ne le sont pas, mais elles, le dialogue passe très très bien en fait quand on parle justement pas uniquement d'égalité, mais aussi de transition écologique. Elles sont beaucoup plus portées sur le sujet. Et nous, on a travaillé. Alors on fait partie d'un collectif national R2D2, peut-être que certains le connaissent, qui est en fait qui regroupe les réseaux régionaux d'accompagnement des manifestations au développement durable. On a développé plusieurs projets collaboratifs, dont un qui s'appelle Starter, qui est un peu sorti justement de ce réseau, puisque on accueille le Green Room, on a Arviva, on a la Fédé Lima, le SMA, France Festival, le Prodis, enfin je vais en oublier parce qu'on est 23. Et on a commencé notre travail en se disant, voilà, comment on fait quand on est une structure engagée, en tout cas un festival déjà engagé, à inciter les artistes à être responsables aussi, et quelle façon on peut avoir, enfin quels outils on a. Et on a commencé à travailler déjà à une étude des pratiques de nos membres. Et on s'est dit, est-ce qu'on parle uniquement des riders, la question technique, des tables de régie, ou est-ce qu'on va plus loin dans la question de l'accueil? Et on a rajouté des questions justement sur l'accueil à égalité.
comment on fait pour accueillir à égalité les hommes et les femmes qui vont participer à ces festivals. Et donc c'est assez intéressant de voir ce qu'il en est ressorti. Et il y avait aussi une initiative qui était portée par le festival d'Aix-en-Provence il y a quelques années, sur comment accueillir à égalité. Donc c'était un groupe de travail avec des femmes créatrices, chefs d'orchestre, scénographes, qui ont un peu posé sur la table comment elles aimeraient être mieux accueillies dans le monde de l'opéra et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc sont ressorties pas mal d'idées intéressantes, mais toujours avec un peu des injonctions, parce qu'on avait quand même la notion de quotas, parce qu'il ne faut pas rajouter des quotas, donc c'est pas toujours évident. Donc oui, il y a quand même des initiatives qui sont intéressantes, qui lient les deux, mais comme je dis, c'est vrai que c'est souvent des questions qui sont portées par les femmes, mais comme à la maison en fait, comme dans les foyers, c'est souvent les femmes qui portent ces questions-là, et qui rajoutent de la charge mentale à ces femmes. Et je pense que dans les métiers du spectacle, c'est pareil, ça leur rajoute. Et donc, un petit soutien de toutes les équipes serait bienvenu, je pense, d'autres des hommes et autres serait peut-être le bienvenu. C'est pas dire uniquement, de toute façon, c'est elle qui s'en occupe, comme à la maison, c'est elle qui s'en occupe. Voilà. Parlant de charge mentale, Gwendolyn, dans les accompagnements, dans les formations que tu donnes, dans les modules de sensibilisation, est-ce que tu remarques qu'il y a des métiers qui sont plus concernés que d'autres, en tout cas qui se mobilisent plus que d'autres sur les questions d'écologie? Est-ce qu'il y a un lien, effectivement, avec les femmes ou pas? Est-ce que ça crée une charge supplémentaire dans le travail des femmes qui travaillent dans la filière musicale et qui ont déjà plein de sujets à traiter Alors, jusqu'à très récemment, c'était assez rare qu'on ait un directeur de structure qui assiste aux formations. La majorité du temps, on avait plutôt des postes qui sont très féminisés, comme les chargés de production, des administratrices, et qui n'avaient pas en général cette mission-là dans leur fiche de poste. Donc très souvent, c'était des choses qui se rajoutaient finalement, alors soit par conviction personnelle, soit parce que c'est quelque chose qui avait été un petit peu imposé au sein de la structure, mais qui n'avait pas même de valorisation financière par rapport à la prise en charge de ces missions. Et ça, on n'a pas de chiffres dans le secteur de la musique, mais pour rejoindre ce que disait Véronique, on sait, enfin c'est des chiffres qui datent de 2018, mais que globalement, en France, dans le milieu du développement durable, c'est entre 60 et 70% des postes qui sont occupés par des femmes. Donc sachant la proportion dans le milieu de la musique, on peut imaginer que les chiffres sont plus grands sur certains postes. Et puis après, directement avec les musiciennes, du coup, qui sont quand même extrêmement impactées par ces questions-là, et que je trouve, moi, beaucoup plus radicales aussi dans leur positionnement. Et là où ça met vraiment très clairement en difficulté leur modèle économique. C'est très difficile pour certaines artistes qui renoncent vraiment à des dates, qui renoncent, par exemple, de prendre l'avion. Je travaille avec une artiste qui est DJ. Ne pas prendre l'avion pour une DJ, c'est vraiment s'arrêter de travailler sur une période assez longue ou se déplacer plus longuement. Donc là, elle est en difficulté très clairement financière face à ses décisions, mais elle tient ses convictions vraiment jusqu'au bout, quoi. Amina, en tant qu'artiste, par rapport à cette charge, alors ça peut être bien qu'on revienne sur ce que tu commençais à évoquer en termes d'éléments concrets qui ont changé en fait dans la manière dont tu travailles aujourd'hui. Donc tu parlais de Slow Tour, par exemple. Ça peut être intéressant de voir comment toi tu as décidé de changer tes pratiques au niveau de la création et de la diffusion de ta musique, première chose. Et deuxième chose, est-ce que oui, ça a un impact concret en termes de charge mentale pour une artiste, et comment ça se passe au niveau de l'entourage professionnel? Est-ce que, donc, tu disais que ça se passe plutôt bien de ton côté, mais j'aimerais bien que tu développes sur comment en fait tu as réussi à embarquer ton entourage professionnel, qui a eu l'idée avant qui en fait, et comment tu as réussi à développer tout ça autour de ta création. Il y a plein de questions. Ouais, il y a plein de questions. Je vais essayer de tout prendre. Déjà, comment je me suis retrouvée du coup dans cette démarche peut-être plus écologique, on l'a expliqué aussi de façon spirituelle, c'est que je pense que ça s'est imposé à moi-même
Parce que bon, moi, là-bas, je suis suisso-algérienne. Je suis arrivée en France, donc j'avais déjà fait de la musique avant, voulant faire de la musique. Et quand j'ai un peu rencontré des gens dans des labels, le discours qui m'a été servi m'a pas plu. C'est-à-dire que j'ai bien compris qu'il fallait qu'on me change complètement. J'ai dû rencontrer, bon après ça n'a pas été plus loin, mais tu rencontres des directeurs et des directrices artistiques qui t'expliquent à quoi ta musique doit sonner, quel est le style genre vraiment esthétique que tu dois avoir. Tu te rends compte qu'il y a à peu près, en France, il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui produisent la majorité de ce qu'on entend par exemple dans la pop. Le hip-hop, c'est un peu différent, puis ils sont un peu hors cadre, mais en fait moi j'avais besoin, pourquoi je me suis orientée vers quelque chose de plus indépendant aussi, c'est qu'en fait j'avais besoin de respecter mon intégrité, mon enfant intérieur et de me respecter moi-même, parce que j'aurais peut-être pu aller dans cette voie-là, mais ça ne veut pas spécialement dire que j'aurais eu plus de succès, hein, mais je sais qu'en tout cas je me serais trahie et que je m'en serais voulu profondément. Donc en fait à partir du moment où vous n'allez pas du coup dans la direction qui est censée être la direction, l'Élysée, les Champs-Élysées de tous les artistes, et ben là, à partir de là, tu dois quand même te creuser la tête. Et en fait, moi, j'ai tout de suite commencé donc avec Olivier Bocon-Gibot. Et voilà, et on s'est dit comment on construit sur mesure quelque chose pour moi et comment on arrive à contrer un discours qui nous fait croire qu'il n'y a qu'une seule solution et qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, en fait. Mais ça, c'est un peu dans la vie en général, quoi. Donc, c'est créer du sur-mesure. Et au début, on n'était pas nombreux, on était lui et moi, on fait 2. Et aujourd'hui, on est plus que 2, parce que justement, en fait, on est sensible à ça, on en parle autour de nous, et on se rend compte qu'il y a des gens, notamment, qui ont travaillé dans des grosses structures. Alors, bon, je sais pas, ça se trouve, c'est génial de bosser dans des majors, et ça avait l'air, après le discours de la directrice de Sony, ça m'a presque donné envie d'aller chez Sony. Mais il y a peut-être des gens qui sont super épanouis là-dedans, mais on a aussi rencontré des gens qui ont travaillé dans ces structures-là et qui ont décidé de s'en aller, ou des gens qui se sont trouvés à des postes vraiment importants. Et donc, c'est aussi des gens qu'on a ralliés. On a rencontré des gens qui étaient vraiment avec des gros tourneurs et qui ont créé leur propre structure. En Suisse, il y a Inouï. C'est 2 femmes qui signent uniquement des femmes transgenres ou cisgenres ou des personnes en minorité de genre et qui font vraiment attention à ça. Moi, par exemple, je fais aussi attention d'engager des personnes cisgenres, transgenres. Là, par exemple, je cherche des danseurs. Je fais aussi attention, en étant maghrébine aussi, j'aimerais bien engager des danseurs maghrébins ou noirs et maghrébins, parce que je sais qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités, notamment dans la danse contemporaine. Donc voilà, c'est faire attention à plein de choses. Et moi, je pense que quand on est vocal et quand on incarne sa philosophie, en fait, on se met à rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc effectivement, je ne suis pas sur TF1, mais peut-être pas encore. Peut-être que je pourrais être sur TF1 tout en restant dans ma démarche, mais c'est quelque chose il y a quelque chose de sacrificiel, mais pour moi, c'est une forme d'intégrité. Ça veut dire que si demain, je meurs, je ferme les yeux, je me dirais, bon, j'ai été fidèle à moi-même, je me suis respectée. Et donc moi, en tout cas, c'est la chose la plus importante. C'est quoi les autres questions que tu m'as posées? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de questions. 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Donc comment je l'ai fait, comment je l'ai incarné, j'ai à peu près dit, j'ai une équipe, je m'entoure de gens qui sont comme moi. Pourquoi je fais ça? Parce que, je vous fais un résumé, en réaction à une industrie. C'est quand même terrible que ça s'appelle industrie, ça vous paraît pas quand même dingue? C'est industriel, donc c'est fordiste, quoi. On fait des gens à la chaîne. Alors bien sûr qu'il y a des musiciens et musiciennes qui, même dans ces cadres-là, mais franchement, moi, dans les labels, honnêtement, et donc du coup, notamment, Sony, j'ai jamais rencontré, mais moi, j'ai trouvé la façon d'être accueilli terrible. C'est-à-dire qu'on te demande déjà le nombre de followers que tu as sur Instagram. Souvent, et je suis désolée, mais je pense que ça, c'est une grande différence entre la France et l'Angleterre, c'est qu'en France, souvent, les gens qui sont dans l'industrie de la musique viennent plutôt d'écoles de commerce. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la musique. Là où en Angleterre, on trouve souvent des mélomanes ou des musiciens et musiciennes. Et ça peut aussi changer. Il faut bien sûr des gens en école de commerce, mais ça change parce qu'en fait, souvent, quand on rencontre les labels, on ne parle pas de musique et on parle tout le temps de business. Bien sûr qu'il faut du business, mais en fait, à la base, on est musiciens et musiciennes. Donc ça, je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc l'entourage est important, oui, lorsqu'on porte des valeurs comme les tiennes. Exactement. Non, je voulais aussi que tu nous parles du slow tour. Je voulais aussi que tu nous parles du processus de création, du fait de, comment en fait tu penses plus éco-responsable à un ensemble de choses qui est lié à ta création artistique. Alors, et est-ce que c'est une charge ou pas? Bon, la charge, on a entendu que c'était aussi lié à tes valeurs, donc en fait la charge elle est plus modérée que ce que. Donc toi, tu dis sur le tour, comment tu fais pour tourner en réduisant ton impact, du coup, carbone. Sur ta notamment. création, tu parlais de comment tu travailles sur les costumes, ou comment tu travailles sur les décors avec des choses recyclées, comment tu essayes de ne pas créer du surdéchet, par exemple, quand on discutait ensemble en préparant la table ronde, je précise. Alors, en fait, j'ai découvert en discutant avec Camille Duchemin, qui est une scénographe et artiste lumière assez incroyable,
qu'en fait, on ne peut pas travailler avec du matériel recyclé pour la simple et bonne raison que ça doit être inufigé et qu'en fait, on s'est retrouvé coincé et en plus de ça, ça coûte super cher si on voulait inufiser du... Non, on dit comment j'arrive plus. Inufigé, c'est juste, hein, mais ça fait hyper bizarre comme j'ai inufisé. Et donc, on ne peut pas travailler avec du matériel recyclé. Si on voulait le faire, ça coûterait tellement cher ensuite pour avoir les certificats. Donc là, déjà, je me heurte à une première chose que je ne connais pas. Je comprends aussi notamment que c'est pour des raisons de sécurité. Donc, pour les costumes, on va voir si c'est possible, parce que je ne sais pas du coup... Donc là, déjà, en termes de création, on essaye de travailler sur des matériaux le plus possible, ou bien qu'ils soient sourcés, quoi, mais on va faire au mieux. Mais le travail de création, déjà de travailler le plus possible en train. Après, effectivement, une artiste internationale, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas aller en cargo jusqu'au Canada. C'est hyper long. Là, voilà, il n'y en a plus. Je ne peux pas. Gwendolyn essaye de trouver un bateau depuis un certain temps, d'ailleurs. Oh ouais, pour aller aux États-Unis, c'est pas simple. Non, puis c'est compliqué parce qu'on est déjà vachement paupérisé. Là, les gens, ils vont plus beaucoup voir des concerts. Donc c'est quand même, aujourd'hui, à moins de vendre beaucoup d'albums, ce que certaines et certains font, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, si je tourne pas, je peux pas vivre. Donc si tout d'un coup, je décide, alors que je tourne plus à l'étranger qu'en France, de pas prendre l'avion, moi, perso, je suis pas prête à faire ce choix-là parce que pour moi, c'est vital. Mais du coup, aussi, pour moi, le slow work, c'est aussi genre... moi, du coup, je suis ma propre réalisatrice musicale. Donc c'est moi qui geek sur les ordinateurs et qui travaille les sons et qui les crée. C'est de prendre le temps. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, on en parlait, on a une année avant de partir en tournée, ça se fait quasiment plus. C'est-à-dire que moi, j'ai pris 2 ans pour faire mon album. Je ne sortirai pas quelque chose que je trouve à moitié bien. Et donc, pour moi, le slow work, c'est ça, c'est de prendre le temps de sortir quelque chose qui me plaît vraiment et de dépasser cette dynamique. Pourquoi aussi on produit très vite ? C'est parce qu'en fait, si on signe des artistes en faisant attention aux tendances, effectivement, il faut sortir le single le plus vite possible parce que ce qu'on est en train de créer ne sera plus à la mode dans 6 mois. Donc il y a aussi cette dynamique-là, mais quand on est libre de faire ce qu'on veut, on n'est plus soumise et soumis aux tendances, quoi. Alors j'aimerais qu'on passe à une autre partie du débat, qui est plutôt celle des solutions ou de comment en fait on commence à mieux travailler conjointement les enjeux de transition écologique et les questions d'égalité femmes-hommes et plus largement d'égalité tout court. Et donc là, à vous la parole. Je ne veux pas forcer l'une ou l'autre à prendre la parole, mais comment on avance sur ces sujets et comment on arrive à les penser un peu plus conjointement. Tout tourné vers toi. C'est là où j'ai le droit de parler d'écoféminisme. Tout à fait. Oui, je parlais tout à l'heure de l'approche intersectionnelle. C'est vrai que moi, et puis je suis loin d'être la seule, je prends beaucoup d'inspiration dans les mouvements écoféministes. Et si ça ne vous parle pas, c'est vraiment cette idée de dresser un parallèle entre un système de domination, celui du patriarcat et celui de l'homme sur la nature. Et a fortiori, celui du capitalisme. Et donc, pour nous, cette manière d'envisager les choses de manière globale, elle est extrêmement importante. Et quand on regarde, on a l'impression que, par exemple, la question du réchauffement climatique, elle va nous toucher tous et toutes de manière égale. Or, si on regarde de plus près, ce n'est pas exactement le cas. Ça touche de manière beaucoup plus forte des populations, très souvent dans les pays dits du Sud, qui sont pour la plupart du temps aussi les personnes qui sont les moins responsables de ces questions-là. Et ça, encore une fois, on peut aussi le regarder au prisme du genre. Les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes par les conséquences du réchauffement climatique. Elles représentent à peu près 70% des populations qui sont déplacées à cause du réchauffement climatique. Et maintenant, on commence à avoir des études aussi. Il y a l'université de Cambridge l'année dernière qui a montré qu'en Angleterre, ils ont passé en revue 40 événements météorologiques extrêmes et ils ont pu faire un lien entre les violences envers les femmes et envers les communautés LGBTQ+, qui étaient accentuées par ces événements météorologiques extrêmes. Quand je dis aussi qu'on n'est pas tous et toutes responsables de la même manière, celles et ceux qui me connaissent bien, c'est un chiffre que je donne beaucoup, mais je le trouve intéressant. Les hommes ont 16% d'empreinte carbone en plus que les femmes. Donc là aussi, par rapport aux questions de responsabilité, on n'a pas les chiffres pour l'industrie de la musique, mais on peut imaginer
Et ça pour plusieurs raisons. Même à salaire et à dépenses d'argent égales, finalement, les hommes dépensent de l'argent pour des choses qui sont beaucoup plus carbonées. Et d'ailleurs, je salue le fait qu'on ait eu un catering végétarien ce midi. C'est suffisamment rare dans ce genre d'événement pour le souligner. Mais voilà, donc il y a ces pratiques aussi qu'il faut repenser. Donc avoir cette vision globale, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Pour le dire très simplement, je suis persuadée qu'on ne résoudra pas les questions environnementales sans résoudre les questions d'égalité de genre. Et l'inverse est probablement aussi vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans la valorisation des personnes qui ont ce genre de poste, valorisation financière. Dans les questions de formation aussi, c'est des choses qui sont... Les enjeux qu'on rencontre dans les deux causes, finalement, se recoupent aussi beaucoup. Véronique, Amina, vous voulez rebondir là-dessus ? Moi, je suis d'accord. Hein, les féministes. Alors, bon, on a eu une grande discussion là, quand on a préparé sur ces questions justement d'égalité face à l'impact des changements climatiques. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet. Sur les outils, les moyens, je pense qu'il y a une question aussi à se poser au sein de toute structure culturelle, du spectacle, etc. C'est comment on manage en fait la question environnementale, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est porté par la stagiaire, l'alternante qui est de passage ou une personne, souvent une femme à qui on aura refilé le bébé parce qu'elle est un peu écolo chez elle, ou est-ce que ça va être porté par toute l'équipe et essentiellement par la direction pour lui donner les moyens, parce que souvent c'est déjà compliqué d'être une femme dans une structure culturelle, encore plus compliqué quand on vient apporter un message écologique en disant celle-là elle me casse un peu les pieds, voilà. Donc il y a cette question de gouvernance, elle est super importante. Le jour, et de toute façon ça va arriver puisqu'on commence à parler d'éco-conditions de plus en plus, le jour où justement le monde du spectacle va se lancer vraiment sérieusement à cette question-là de comment on change nos pratiques pour justement réduire notre impact, etc. Il va falloir vraiment le penser en décloisonnant, en travaillant tous ensemble et en justement ne faisant pas porter la responsabilité sur une personne ou sur un service éventuellement. Donc ça, c'est important. Et après, il y a la question de la formation et de la compréhension des impacts. Pas dire que les femmes comprennent plus facilement les impacts de leurs actions sur l'environnement, mais je pense qu'il y a de plus en plus de fresques qui se développent, les fresques du climat. Hein, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais où on vous apprend en fait quel est l'impact de l'homme sur l'environnement. Il y a des fresques de la mobilité culturelle, fresques de l'événementiel. Je crois qu'il y a une fresque sur la culture qui va sortir bientôt. Je pense que c'est important de démarrer par ça déjà, et puis mettre tout le monde autour de la table, et genre non genré. Enfin voilà, il faut vraiment bien mélanger les personnes pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension de la problématique et de son propre impact et de l'impact de son activité professionnelle. Non, mais en fait, moi, je pense il y a tellement de façons de faire, mais l'éducation, elle est au centre, et l'être humain apprend par mimétisme. Tout petit et petite, on apprend par mimétisme en voyant nos parents faire et les gens qui sont autour de nous. Il y a des pays qui sont bien plus avancés, où c'est nous qui sommes totalement en retard. Je ne sais pas comment il faut qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais par exemple, si on prend le monde du spectacle au Québec, où moi j'ai beaucoup tourné, où j'ai été de nombreuses fois accueillie dans des salles de femmes, il n'y avait que des femmes en technique. Mais au-delà de ça, moi, c'est pas d'être dans un monde où il n'y a que des femmes qui m'accueillent, mais c'est que même, du coup, les hommes qui m'ont reçu ou qui nous ont reçus, notamment parce que moi, j'ai une femme à la lumière, sont déconstruits, en fait. Il y a quelque chose dans la culture, il y a quelque chose dans l'éducation qui font qu'en fait, jamais il se serait permis de lui adresser une remarque sexiste. D'ailleurs, quand on est venu à Marseille, en plus, c'est même pas fait exprès ce que je veux dire, mais j'avais une femme au son et une femme à la lumière, et ça a été hyper compliqué, l'accueil. C'est-à-dire que les hommes à la technique, non seulement on a eu des remarques sexistes, mais en plus ils voulaient pas lâcher, quoi. Et donc en fait il y a un problème d'éducation. C'est ce que vous faites aussi, vous toutes et tous, vous êtes là, vous vous rééduquez. C'est aussi plus difficile de déconstruire quand on est plus âgé. Non mais c'est vrai aussi. Donc quand on est dans un système qui est beaucoup plus équitable, comme notamment au Québec, c'est pas parfait, mais au Canada ils sont sur ces questions-là, ils sont quand même beaucoup plus avancés. Ou en Scandinavie c'est plus compliqué. Là on essaie aussi de faire bouger les lignes avec des gens qui sont plus âgés, et en fait c'est pas facile d'accepter de perdre certains privilèges.
Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre parce qu'en fait, c'est confortable. Et quand on fait un peu plus de place pour l'autre, eh ben, on perd un peu de place. Mais en fait, on a une place qui est plus juste et les choses sont plus harmonieuses. Mais donc, du coup, il y a tout ce travail-là. Donc, un examen de conscience aussi, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses sur l'égalité, mais en fait, quand on creuse vraiment dans les festivals ou quand on creuse dans les structures, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu comme McDonald's qui fait des salades, quoi. C'est une espèce de truc un peu bio, un peu de façade, mais en fait, elles sont dégueulasses, les salades. Et puis, c'est pas du tout l'esprit c'est de vraiment incarner ce changement et de continuer à éduquer. Et là, on voit notamment sur les nouvelles générations, et franchement, moi, je suis super excitée par ça. On sent que toutes les questions, notamment de transidentité, toutes les questions de genre, toutes les questions de diversité, dans tout le panel, eh ben, en fait, elles sont beaucoup plus intégrées, comprises, et en fait, ils ont envie de marcher vers un monde comme ça. Et voilà, j'ai aussi envie d'avoir confiance en cette nouvelle génération. Il faut continuer à former les anciens et les nouveaux. Et voilà, il y a du boulot, mais il est en train d'être fait. Donc merci à vous, à nous, de faire ça, parce que c'est pas facile non plus pour tout le monde. Ça tombe très bien parce que je voulais finir là-dessus. Je voulais essayer de finir sur une note un peu positive et avoir un peu votre vision depuis le Covid, finalement, où ce temps d'arrêt où en fait tout le monde s'est mis un peu à réfléchir et où ces questions ont commencé à venir dans la tête de personnes qui n'y avaient jamais trop pensé ou qui ont commencé à se re-questionner sur leurs pratiques, leur métier, leur vie, leur environnement, etc., etc. Ces réflexions-là, qu'elles soient sur l'égalité, sur la question d'égalité ou d'écologie, elles sont un peu sorties des cercles militants. Elles traversent aujourd'hui nos institutions, on en parle aujourd'hui, donc c'est des questions qui sont profondes et sur lesquelles on essaie d'avancer collectivement. Je voulais savoir si, comme vous travaillez dans la filière musicale et sur ces sujets-là, vous avez vu une amélioration quand même ces dernières années, une convergence progressive de ces sujets-là. Et si justement cette nouvelle génération allait nous apporter des choses. Alors on a vu que c'était contrasté en termes d'égalité femmes-hommes, hein, mais est-ce que vous aussi, comme le disait Amina, vous sentez un dynamisme d'une nouvelle génération sur ces sujets? Je pose encore 50 questions dans une question, mais je vous laisse la parole. Sur les nouvelles générations Sur les nouvelles générations et sur le changement sociétal qui est en cours, est-ce qu'on le ressent dans la filière musicale? Je pense qu'en effet, les nouvelles générations, elles sont porteuses de plein de choses, sur l'égalité, sur le dialogue. Moi, j'ai 3 garçons, c'est peut-être particulier parce qu'ils ont une maman un petit peu féministe, mais qui sont très très respectueux de l'autre, déjà de l'autre, et de la femme en particulier, et donc ils n'acceptent plus des remarques sexistes, ils n'acceptent plus même des blagues qui ont l'air anodines comme ça pour leurs oncles ou copains plus âgés. Donc je pense qu'en effet, il y a quelque chose, et sur la question environnementale aussi, mais en même temps, ils ont peur. On a parlé d'éco-anxiété. Ils sont assez inquiets, donc ils se disent, vu que les anciens ne font rien, il va falloir qu'on le fasse. Et on le voit, justement, les jeunes ingénieurs qui commencent à refuser de travailler dans certaines grosses entreprises en disant, nous, c'est pas nos valeurs, on préfère gagner moins, malgré le fait qu'on ait un diplôme très élevé pour justement garantir la survie de la planète. Donc oui, les nouvelles générations, c'est important. Ce qui manque, c'est peut-être justement dans les formations initiales du temps pour parler de ça. Dans les métiers justement du spectacle, il y a très peu de temps qui sont portés sur l'éco-responsabilité, l'éco-conception, même la responsabilité dans son ensemble. Donc il y a vraiment un sujet là, je pense, dans l'enseignement initial, et après dans l'enseignement professionnel, on parlait des plus âgés qui ont du mal à changer. Ce qui les fait bouger, eux, c'est qu'il y a des financements, où il y a des injonctions. Donc quand on leur dit à partir de maintenant on va mettre en place des éco-conditions, à partir de maintenant vous allez avoir de plus en plus de mal à avoir des assurances parce que justement vous êtes impacté par le changement climatique, donc si vous ne changez pas votre façon de travailler, vous allez disparaître. Donc après quand on me dit on n'a pas le temps, moi je dis non, oui, effectivement on n'a plus le temps, donc il faut le trouver, sinon vous allez disparaître et on va tous disparaître. Je suis vachement positive. Raté. Oui, moi j'enseigne aussi à l'Institut d'études européennes à Paris 8 et je suis toujours, pour moi c'est très rafraîchissant ces cours parce que mes étudiantes, ils font vraiment le lien. J'ai pas besoin de leur expliquer vraiment beaucoup ces questions, ce lien entre les enjeux environnementaux et les enjeux d'égalité de genre. Et puis j'ai eu la chance aussi de participer à un programme l'année dernière qui s'appelle Key Change, qui est un programme européen de mise en avant des femmes musiciennes et femmes et minorités de genre
musicienne et innovatrice. Et c'est un programme qui est ouvert à toutes les générations. Et donc là, c'était pour moi aussi l'occasion d'avoir vraiment des débats, des discussions extrêmement intéressantes avec des jeunes musiciennes notamment, qui tout de suite prennent ces enjeux vraiment à bras-le-corps. Et c'est vraiment... Ouais, je trouve ça enthousiasmant. Et j'estime que mon rôle par rapport à ça aussi, c'est de faciliter ces choses et puis de peut-être à un moment aussi laisser la place pour leur laisser cette parole qui, à mon avis, ils portent peut-être mieux que nous, qui parfois sommes un peu résignés et un petit peu frustrés sur certaines choses. Mais Tu veux le mot de la fin ? Bah oui, il faut finir sur un truc positif. Non, mais moi, franchement, j'ai énormément d'espoir. Mais ne serait-ce que... Là, on parle de la musique, mais en fait, on ne peut pas isoler la musique des autres strates de la société. Moi, c'est vrai que quand je parle à ma mère, qui va faire 70 ans, 70... elle m'explique la différence, ne serait-ce qu'en Suisse, sa propre mère n'avait pas le droit de vote. Donc, en fait, bien sûr qu'il y a du changement, il y a des choses qui se passent. Moi, aujourd'hui, je crée de la musique, je réalise la musique. Je sens aussi que c'est beaucoup mieux accueilli que ça a pu l'être par le passé, parce qu'il y a de grandes réalisatrices de musique comme Linda Perry qui ont été vachement invisibilisées. Elle a gagné de nombreux Grammy Awards, elle a travaillé avec Christina Aguilera, par exemple. Ou Björk, qui raconte notamment l'évolution de sa carrière et comment ça a été. C'est toujours complexe, mais comment aujourd'hui c'est plus facile qu'on puisse imaginer qu'elle soit réalisatrice. Donc, bien sûr qu'il y a du changement. Franchement, sinon, on se tire tous une balle et on s'en va. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est bien de pointer du doigt tout ce qui ne va pas, parce qu'effectivement, il y a une amélioration qui est nécessaire. Et il ne faut pas relâcher. C'est ça qui est complexe, c'est qu'il ne faut pas relâcher et que des fois, on est épuisé. Mais en fait, moi, je pense aussi que pour continuer à avancer, il faut se donner une petite tape sur l'épaule et se dire, en fait, on a déjà fait tout ça. Parce qu'en fait, le risque et l'éco-anxiété, mais l'anxiété tout court, parce qu'être jeune aujourd'hui, c'est bien compliqué. En plus, avec les réseaux sociaux, on est au courant de tout. C'est qu'en fait, on peut complètement se démoraliser et donc, en fait, se rendre compte aussi pour soi, hein, c'est un chemin de vie, mais de tout ce qu'on a aussi nous-mêmes accompli, en fait, en tant que société, il y a quand même énormément de choses qui ont évolué, et pour ça, franchement, merci. Et moi, j'ai de l'espoir que ça va avancer, Inch'Allah, et que ça va aller de mieux en mieux. Mais par contre, il va falloir qu'on serre les fesses tous ensemble et toutes ensemble. Le mot de la fin. Merci.